Lundi 31 janvier 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement version française. Merci également de votre fidélité sur Viva. Tout de suite, concernant les actualités de ce jour, la distribution des vaccins pour la ville d'Antananarivo va débuter ce jour à Ndoutapenak et à Larbi. Le vaccin qui est une promesse présidentielle aux sinistrés dans intempéries et des inondations. Le couple présidentiel est donc venu pour leur apporter ce jour une occasion qui marque également la première utilisation des carnets de Fouquetane dotés de code QR. Ça, Sylvain, sur les images de Yves Janel. Irevat Sirayen, d'après la sagesse de nos ancêtres. Il y a 2 semaines, les 1993 ménages du Fouquetane en Ndoutapenak ont perdu leur maison, inondée et détruite suite au passage du cyclone Anna. Le président de la République, André Rajoelina, leur a promis la distribution des vaccins. Aujourd'hui, le président de la République et la première dame sont venus concrétiser cette promesse et sont donc venus remettre les vaccins aux sinistrés. Les vaccins ont été distribués afin de soulager les ménages sinistrés. Les carnets de Fouquetane avec code QR ont été utilisés pour la première fois à l'occasion de la distribution des vaccins. Aucun abus ou arnaque grâce à ce nouveau carnet. La distribution a été tout de même minutieusement contrôlée pour veiller à la transparence. Ce carnet comprend une page particulièrement dédiée aux aides sociales. L'on peut donc assurer que les aides octroyées par l'État malagasy parviendront bien aux sinistrés. Mis à part Ndoutapenak, le 3e arrondissement a également bénéficié de vaccins ce jour. Pour renforcer cette aide, dans quelques semaines, les sinistrés vont également bénéficier de tout ce de 100 000 ariars de la part du gouvernement malagasy. Et toujours dans ce cadre, les sinistrés, suite aux précipitations qui ont inondé plusieurs zones basses de la ville d'Antananarivo, sont totalement pris en charge. Les sinistrés de 3 Fouquetane du 6e arrondissement et d'Ambujachim ont été évacués à Mbuchmanzak. La première dame, également présidente de l'association FITI, accompagnée des femmes membres du gouvernement, est descendue ce jour leur rendre visite et leur apporter également de l'aide. La prise en charge des sinistrés entre totalement dans le domaine de la protection humanitaire. Le ministère de la Population, de la Santé publique, le BNGRC, la Croix-Rouge, les Fouquetane, la Direction des Affaires sociales et politiques de la présidence ODASP, l'association FITI et divers partenaires opèrent dans ce sens. Du petit déjeuner au dîner, incluant le Kubaen pour les enfants, les sinistrés de chaque site hébergement sont totalement pris en charge. Les cliniques mobiles sont également opérationnelles au niveau de ces sites. Ces derniers font le tour de la totalité des sites d'hébergement afin que les sinistrés puissent faire se consulter, et particulièrement les femmes enceintes, et afin de détecter les enfants malnutris, pour promouvoir également le planning familial et surtout pour dépister les cas de Covid au niveau de ces centres. Les consultations comme les médicaments sont totalement gratuits. D'ailleurs, l'association FITI a octroyé des lots de médicaments à utiliser au sein des cliniques mobiles au ministère de la Santé publique. 50 agents de santé sont mobilisés pour offrir une meilleure couverture médicale se rapprochant de la population. La brigade féminine de proximité est également présente au niveau du site d'hébergement d'Ambuchmanzak dans le cadre de l'écoute et de la prise en charge des cas de violence. Les sinistrés déclarent être totalement satisfaits de leur prise en charge. La première dame, à la fois présidente de l'association FITI, avec les femmes membres du gouvernement, sont venues leur rendre visite, mais également pour les réconforter et apporter de l'aide et du soutien aux 250 ménages sinistrés évacués ici. Par la suite, ces dernières ont prêté main forte à la distribution de repas au gymnase couvert d'Ankourndjan. Une menace cyclonique potentielle est prévue pour la côte est du pays avec une zone d'impact direct
encore vague entre Sainte-Marie et Manakar dans la deuxième partie de la semaine selon les explications du Météo Madagascar. À titre de préparation, les populations dans plusieurs districts des régions doivent appliquer les prescriptions d'alerte verte ou avertissement. Toutefois, les conditions météorologiques resteront encore globalement sèches jusqu'à mercredi 2 février 2022. Fin Jessena Mireille nous en dit plus dans ce reportage. À 15 heures locales, le cyclone tropical Batira était positionné à 1473 km à l'est-nord-est de Sainte-Marie. Il s'est affaibli légèrement. Le vent moyen est estimé à 130 km par heure avec des rafales de 180 km par heure. Il se déplace désormais vers un cap sud-ouest avec une vitesse de 16 km par heure. À longue échéance, c'est-à-dire dans la deuxième partie de la semaine, une menace cyclonique potentielle est évaluée pour la côte est du pays avec une zone d'impact direct, encore vague avec Sainte-Marie et Manakar. Les populations des districts des régions suivantes sont priées d'appliquer les prescriptions d'alerte verte. Antala, Analanzrouf, Thomasna 1, Thomasna 2, Vuibina, Nyabrikaville, Vatmanj, Manour, Atanambao, Manamputsi, Nusvark, Mananzar, Manakar, Vuipen, Farafangan, Vangenjan et Tolanao. Les populations concernées par les alertes sont invitées à suivre l'évolution de ce système. Les conditions météorologiques resteront encore globalement sèches jusqu'au mercredi 2 février 2022. Et sur un tout autre sujet, les élèves ont regagné l'école aujourd'hui après le passage du cyclone Anna à Madagascar. Les horaires de rentrée et de pause ont été coordonnés afin d'éviter les attroupements dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Les parents d'élèves avancent qu'on devrait apprendre à vivre avec la pandémie de Covid et renforcer les mesures sanitaires au niveau des écoles pour éviter d'éventuelles interruptions du calendrier scolaire. Toujours un reportage de Francesca Mireille sur les images de Yves Janel. Tous les élèves ont regagné l'école à partir de ce jour. Ces derniers se réjouissent de la rentrée car la plupart éprouvent des difficultés à être autodidactes. Ce second trimestre sera dédié à la finition du programme scolaire. Du côté des parents, ces derniers proposent de renforcer les gestes barrières au niveau des écoles afin d'éviter la propagation de la Covid, mais surtout afin d'éviter l'interruption du calendrier scolaire. Pour ce qui est de la montée des eaux, les mesures devraient être prises en tenant compte de la situation de chaque circonscription, toujours d'après les parents. Dans le cadre d'un rattrapage du programme scolaire, cet établissement a mis en place des dispositions spécifiques. Les élèves à partir de la classe de 10e jusqu'à la terminale auront un cours chaque mercredi, après-midi et samedi matin. Les horaires de rentrée et de pause ont également été coordonnés pour cette école afin d'éviter les attroupements et donc la propagation de la Covid. La dégradation de l'environnement prend de l'ampleur dans le district de Mananjin, notamment à cause des feux de brousse, raison pour laquelle le député élu dans ce district a proposé des reboisements pour y remédier. Dans ce cadre, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Éducation, avec les élèves et parents d'élèves dans la circonscription de Mananjin ont procédé dans le cadre du projet Un élève, un arbre planté. Mervoula Sferen. Mananjin est une zone rouge en termes de feux de brousse, même si la situation est en baisse actuellement, d'après le député élu dans ce district. Toutefois, cela impacte directement les activités des cultivateurs et modifie même le calendrier agricole. Le reboisement demeure la solution. Dans ce cadre, samedi dernier, le ministère de l'Environnement et celui de l'Éducation ont reboisé avec les élèves et parents d'élèves de l'EPP d'Amboumaaz dans le district de Mananjin. Un projet dénommé Un élève, un arbre planté qui entre également dans le cadre de la réforestation à Madagascar. 3000 jeunes plants ont pu être plantés sur une superficie de 3 hectares. Le deuxième essai pour la mise en service du transformateur numéro 2 à un décalé a été réussi. Ce jour, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures a annoncé que la centrale hydroélectrique d'Indékalek a pu fournir 7 MW pour le réseau interconnecté d'Antananarive. De son côté, la Jirama affirme ainsi que le délestage pour cette semaine sera allégé par rapport à la semaine dernière. L'approvisionnement de fioul lourd de la Jirama a repris pour la centrale thermique d'Amboumaaz
Mboumenamboul après les difficultés suite à la coupure de la RN2. Anena Martinaï Nzararan Jianso. La centrale hydroélectrique d'Indécalec produit désormais de l'électricité après plusieurs semaines de réhabilitation suite à l'incendie du transformateur numéro 1. Par contre, pour l'exploitation, plusieurs essais sont en cours actuellement afin de mettre en service le transformateur numéro 2. Aujourd'hui, vers 11 h, 7 MW ont été déjà fournis pour le réseau interconnecté d'Antananarive par ce transformateur numéro 2. Un test plutôt réussi, d'après les explications du directeur général adjoint en charge des opérations de la Jirama. Dans 24 heures, la Jirama estime 14 MW de production disponible pour le réseau interconnecté d'Antananarive. La mise en service de ce transformateur numéro 2 à 100% serait une solution pour diminuer le délestage dans le RIA, car selon Ertine Rabarson, le gap est monté jusqu'à 60 MW dernièrement suite au problème d'approvisionnement en fioul lourd causé par la coupure de la RN2. Par contre, un autre groupe d'une capacité de production de 10 MW a aussi été installé provisoirement à la centrale thermique à Mboumenamboul, étant donné que l'approvisionnement en fioul lourd a repris. Ainsi, Mboumenamboul produit désormais 76 MW. En attendant la mise en service à 100% du transformateur numéro 2 d'Indécalec, les clients de la Jirama doivent encore subir des coupures d'électricité, mais qui connaîtront une diminution par rapport à la semaine dernière. Aucun délai précis n'a été donné par la Jirama. Par ailleurs, le directeur général affirme avoir un grand espoir puisque la centrale hydroélectrique de Farah Hansan, d'une production de 28 MW, est aussi en cours d'exploitation vers le réseau interconnecté d'Antananarive. Et concernant les actualités internationales de ce lundi, le Conseil de sécurité se réunit ce jour sur la crise ukrainienne à la demande de Washington qui, avec ses alliés de l'OTAN, intensifie ses efforts pour dissuader Moscou d'envahir l'Ukraine tout en préparant de nouvelles sanctions contre la Russie. Un reportage de France 24. Ce sont les États-Unis qui ont imposé la question ukrainienne à l'agenda du Conseil de sécurité de l'ONU, juste avant que Moscou n'en prenne mardi sa présidence pour un mois. L'objectif, isoler la Russie, accusée de préparer une invasion de l'Ukraine. Les Russes ont massé 100 000 soldats le long de la frontière. Ils ont déplacé des troupes en Biélorussie. Ils ont continué l'escalade malgré nos efforts pour tenter de trouver une voie diplomatique. En parallèle, les Occidentaux brandissent la menace de nouvelles sanctions. Les parlementaires américains pourraient voter cette semaine une loi ciblant les banques russes et prévoyant le renforcement de l'assistance militaire américaine à l'Ukraine. Londres a aussi indiqué dimanche vouloir proposer à l'OTAN un déploiement majeur de troupes et de moyens militaires en Europe de l'Est. Mais Moscou continue d'exiger que l'Ukraine ne rejoigne jamais l'OTAN et que l'Alliance retire ses troupes et ses armes de l'Est du continent. Nous connaissons maintenant le prix des paroles de l'Occident. La Russie demandera à l'Occident non seulement des promesses et un engagement politique, mais aussi des garanties de sécurité juridiquement contraignantes pour assurer la sécurité sur l'ensemble du continent européen dans le respect total des intérêts légitimes de la Russie. Le président ukrainien a appelé la Russie à poursuivre le dialogue avec les Occidentaux, mais sur le terrain, les deux camps se préparent à la guerre. Au Portugal, le parti socialiste du Premier ministre sortant António Costa a remporté haut la main les législatives de dimanche. Il a obtenu une improbable majorité absolue à l'issue d'un scrutin marqué aussi par une percée de l'extrême droite. Reportage. À la surprise générale, il a réussi son pari. António Costa est arrivé largement en tête de ces législatives anticipées avec une majorité absolue pour le Parti socialiste portugais. À ce stade, sans avoir les chiffres des Portugais de l'étranger, le Parti socialiste remporte entre 117 et 118 députés. Nous avons une mission très claire, tourner la page de la pandémie et mobiliser toutes les énergies pour le redressement et le progrès du pays. Le redressement du pays, c'est le chèque de 16,6 milliards d'euros
donné par l'Union européenne au Portugal. C'est l'utilisation de cet argent qui a fait voler en éclats la coalition de gauche qui avait porté Antonio Costa au pouvoir en 2015 et en 2019. La gauche radicale refusant de voter le budget 2022, provoquant ces législatives anticipées. Cette gauche radicale perd d'ailleurs son statut de troisième force politique du pays au profit du parti d'extrême droite Chega, dirigé par le populiste André Ventura. Nous sommes la troisième force politique au Portugal. La soi-disant droite qui a passé son temps à dire qu'elle ne s'allierait pas à Chega, qui ne voulait pas que le parti Chega soit représenté. Et voilà le résultat. Mais la droite du PSD, donnée un temps par les sondages au coude à coude avec les socialistes, reste tout de même la deuxième force politique du Portugal. Enfin, ces législatives anticipées voient une participation en hausse. Lors du dernier scrutin en 2019, près d'un électeur sur deux s'était abstenu. Au moins une personne a péri, des rues ont été inondées et des milliers de foyers privés d'électricité lors du passage en Suède et au Danemark de la tempête Malik qui a frappé la Scandinavie ce week-end, ont indiqué dimanche les autorités. Toujours un reportage de France 24. Une barge coincée sous un pont, poussée par les vagues violentes, et des membres d'équipage sauvés de justesse par les pompiers. En Allemagne, la tempête Malik a fait déborder l'Elbe, fleuve qui traverse le nord-est du pays. Nous avons pu secourir les 2 membres d'équipage du navire. Ils sont légèrement blessés et le bateau est coincé sous le pont en raison des conditions météo. Dans cette autre ville située au bord de la mer du Nord, plusieurs curieux se sont aventurés sur le port, malgré des vents à plus de 100 km/h. C'est phénoménal la force à laquelle les vagues arrivent, comme l'eau s'écrase et nous éclabousse. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici, pour y jeter un coup d'œil. Depuis le début du week-end, la violente tempête Malik frappe plusieurs pays du nord et de l'est de l'Europe. En Suède, les vents violents ont fait de nombreux dégâts. Arbres déracinés, grues et poteaux électriques tombés au sol. Dans les pays scandinaves, des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans électricité. Dans le centre du Danemark, une femme de 78 ans est morte, happée par le vent en sortant de chez elle. En Pologne, cette camionnette a été écrasée par un arbre. Son conducteur est également décédé. Dans le pays, les pompiers étaient sur le pont toute la nuit. Ils ont réalisé plus de 9000 interventions. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec votre série Revenge. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.